Bonjour à tous. On va vous présenter on va faire une démonstration de la transformation d'une application traditionnelle, métier, vers le cloud Amazon et sa transformation en serverless. On va commencer d'une application très traditionnelle, une application métier, qu'on va vous présenter juste après. Une première migration, première étage de la fusée, qui est la migration en lift and shift vers Amazon. Et c'est ce que souvent on voit chez nos clients qui sont premiers accédants au cloud, où ils pensent que c'est l'objectif de la migration vers le cloud. On va justement démontrer que ce n'est pas ça l'objectif. Une deuxième étage de la fusée qui est l'utilisation du DevOps et de l'infra as code pour automatiser un certain nombre de tâches. Et une troisième étage de la fusée qui est le serverless et le développement en cloud natif, toujours sur la même application. Et on va vous en faire une démo. Alors, on imaginait une application qui s'appelle Whosin. C'est une application de contrôle d'accès pour contrôle d'accès pour des usines. Dans un grand groupe industriel, des usines, c'est une application qui est critique, qui est très critique. Ça permet de savoir qui entre, qui sort d'une usine, qui badge alors qu'il n'a pas le droit de badger, qui badge à deux endroits différents en même temps. Donc ça permet d'avoir des informations de sécurité importantes sur l'usine. C'est une application avec une architecture à haute disponibilité. On retrouve une archi 3 tiers traditionnelle avec des serveurs web, des serveurs d'application, des bases de données, des serveurs load balancing en entrée, plusieurs environnements, de la hors prod, de la prod, une prod par usine, et un budget de fonctionnement, quand tout de suite il y a plein de serveurs qui tournent autour de 120 kg par an pour l'application. Donc en entrée, on a les logs des badges, ici le badge HID, le contrôle d'accès, une application qui consolide toutes les logs et qui alerte des entités de sécurité ou la sûreté et la sécurité, et puis qui donne des dashboards, de l'analytics sur l'utilisation des accès. On retrouve plusieurs environnements, donc hors prod, du dev, de la sandbox, de la pré-prod. Ici, l'architecture d'une usine de production, avec toute la complexité qu'on connaît, des architectures traditionnelles, une équipe au milieu qui fait le MCO, avec plusieurs ETP pour faire le maintien en conditions opérationnelles. Là, il y a 24 serveurs, mais comme il y a une prod par usine, on peut facilement considérer que sur cette application, il peut y avoir 50, 60 serveurs. Alors, quand on migre cette application, ce qu'on fait pour plusieurs de nos clients, quand on migre cette application sur Amazon, vas-y, continue avec l'autre partie. Voilà. On fait un lift and shift, c'est-à-dire on reproduit les mêmes éléments de l'existant vers Amazon. On retrouve des serveurs load balancing qui se transforment en ELB sur Amazon, on retrouve des serveurs web qui se transforment en EC2 sur des subnets publics, on trouve des serveurs d'application sur des EC2 sur des serveurs privés, etc. Alors ça, souvent nos clients nous disent c'est ça que je veux réaliser, c'est ça que je veux faire, c'est ça de migrer sur le cloud. De toute façon, c'est ce que mon DSI ou ma direction générale me demande. Une fois que j'ai fait ça, ça y est, je suis sur le cloud. Et tout est magnifique. Alors, on retrouve déjà un certain nombre de savings en faisant cette opération, de l'ordre de 16% d'après les calculs qu'on a réalisés. Ce qui est pas mal, mais ce n'est pas non plus transcendant. Ce n'est pas comme ça que on ne change pas de catégorie, on ne change pas de paradigme en faisant ça. Mais on retrouve des avantages certains sur cette architecture. Déjà, il n'y a plus de hardware ni de VM traditionnel à gérer. On retrouve une gestion... on retrouve une complexité qui a baissé, une charge de MCO qui a baissé, et des gains en scalabilité et en disponibilité de service. Alors, disponibilité de service, c'est évident. Sur Amazon, comme sur d'ailleurs
d'autres services, on a un meilleur SLA que ce qu'on peut jamais faire soi-même en entreprise. Et par contre, les inconvénients de cette architecture, c'est qu'on continue à consommer de l'infrastructure. On continue à gérer des instances. On continue à superviser des instances, des bases de données. On continue à acheter de la RAM, du CPU, du nombre de corps, etc. Et la tarification est toujours basée sur des éléments d'infrastructure. On paye au corps, on paye à la bande passante, on paye sur des bases d'éléments d'infrastructure. Alors on va passer à la deuxième étage de la fusée. Ah, c'est bon maintenant. Merci. Merci Raphaël. Donc Raphaël a déjà décrit un petit peu un scénario classique de migration vers AWS, qu'on appelle classiquement le lift and shift, c'est-à-dire on a analogiquement traduit notre infrastructure en prémisse en la portant telle qu'elle sur AWS, en faisant appel parfois à quelques services managés, ce qui reste toujours pas optimal. Une petite optimisation apportée à un tel modèle serait de faire appel à ce qu'on appelle l'infrastructure as code, donc de coder le déploiement de nos infrastructures. En quelque sorte, ce qu'on peut faire, c'est de faire appel déjà à quelques fonctionnalités chez AWS, chez Amazon, qui sont par exemple dans ce cas-là des fonctions lambda, c'est des fonctions permettant d'exécuter des scénarios logiques généralement, et CloudFormation. CloudFormation, c'est un service Amazon qui nous permet d'automatiser des déploiements selon des templates. Alors sachant que dans notre cas, on parle d'usines à multiples sites et à multiples environnements, donc si on continuait selon la première démarche, on tomberait dans un cas où il faudrait redéployer à chaque fois une nouvelle infrastructure pour chaque nouvelle usine. Et déployer des architectures AWS, indépendamment de toutes les contraintes que peut apporter le métier, peut s'avérer parfois un petit peu lourd comme tâche. Donc pour automatiser cela, donc comme j'ai dit, on va tout simplement faire appel à deux services qui sont Lambda et CloudFormation. Pour le scénario qui va s'exécuter dans ce cas-là, c'est tout simplement à partir d'un template, d'un fichier, dans une syntaxe bien définie, on peut initier le déploiement d'une infrastructure qui va se faire en quelques minutes, tout un VPC avec tous ses serveurs, ses bases de données, ses load balancers, ses backends de stockage, ses volumes EBS pour le stockage en bloc. Tout ça en quelques minutes à partir d'un seul fichier. Sachant qu'on peut aller encore plus loin avec Lambda, en apportant une certaine sémantique à ce scénario-là. Avec cette fonction Lambda, on peut même variabiliser cela par usine et par environnement. Autrement dit, ce qu'on va faire réellement, c'est qu'on va juste apporter un fichier .cfg qu'on va déposer sur un bucket S3. S3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste le backend de stockage fichier pour Amazon. Et à partir de ce fichier-là, on va triggerer ou enclencher une fonction lambda via une alarme qui va nourrir ce fichier-là à cette fonction lambda pour injecter toutes ces informations de configuration qui est intrinsèque et propre à chaque usine et générer un template CloudFormation qui va se déployer automatiquement. Autrement dit, en quelques minutes, on peut répondre à un besoin de déploiement d'une nouvelle infra pour un nouveau site. Je te laisse continuer. On passe d'un provisioning d'une usine dans un environnement legacy et dans une grande entreprise et dans des environnements complexes entre 1 et 6 mois à 10 minutes. Alors pourquoi 1 et 6 mois? Peut-être que vous avez... Qui c'est qui a déjà vécu des déploiements d'infrastructures entre 1 et 6 mois pour des environnements? Tous, ben voilà ce que je disais. Pourquoi 1 à 6 mois? On retrouve une demande de la part des études pour déployer une infrastructure. Ça passe dans des comités projets. Les comités projets, en plus, c'est une fois par mois. Il y a des arbitrages projets qui fait que ça va passer au prochain revue projet. Ensuite, il faut nommer un chef de projet technique qui va valider la demande. Le chef de projet technique va challenger la demande de l'équipe applicative. Ensuite, on passe en déploiement, mais en déploiement, de toute façon, la baie de stockage, elle est pleine, il faut recommander des disques, et en plus, il n'y a pas assez de SFP et de JBIC dans le réseau, c'est-à-dire qu'il faut en recommander d'autres. Et on retrouve une série de process, et dans des équipes silotées, qui fait qu'il y a un effet tunnel, et que provisionner une infrastructure, c'est souvent en fait le goulot d'étranglement dans les déploiements applicatifs. Alors qu'avec un template CloudFormation, on peut déployer un nombre non limité d'infrastructures en quelques minutes. Merci. Donc,
on va essayer de passer maintenant, déjà en termes de savings, on garde le même niveau, 16%, parce qu'on a toujours la même infra à gérer, les mêmes coûts auxquels on doit répondre. Par contre, on a un gain énorme en time to market et surtout en sérénité pour le nouveau déploiement. On n'a plus à s'inquiéter à gérer ça comme étant un projet majeur dans le landscape IT d'une BU, d'une business unit en quelque sorte. Alors juste avant de passer à la réelle transformation, on va juste rappeler. Donc au départ, Houzin, c'est une application qui prenait comme input en quelque sorte des logs qui peuvent être sous la forme de fichiers CSV pour la gestion des accès pour une usine et qui transformait ça ensuite en gestion d'alerte par rapport à des portes défaillantes ou des comportements suspects et à des dashboards. Très simple. Donc quand on adopte cette approche-là, qui est ce qu'Amazon appelle communément du refactoring, c'est-à-dire que tu vas repenser toute ton application pour qu'elle soit à 100% cloud native. Elle va faire appel au maximum à tout le potentiel d'Amazon, par exemple, dans ce cas-là. Donc, on va garder la même logique. Donc, c'est une appli qui va prendre en entrée des CSV, en quelque sorte, et qui va, en output, avoir des alertes par email, qui soient pour les départements techniques ou pour les départements sécurité, qui va générer des dashboards analytics, et on a rajouté, pour faire la petite touche originale d'Amazon, la partie intelligence artificielle, et qui va permettre, vous allez voir à partir de la démo, d'interroger, de questionner même avec la voix Alexa, en quelque sorte, c'est un agent chez Amazon qui va vous apporter des réponses selon des questions qui sont selon une base de connaissances qui est générée à partir de votre infra chez AWS. Et à partir de là, on devrait déjà commencer par... Ouais, je vais accélérer un petit peu. Par concevoir une architecture. Alors voilà. Là, il va falloir compter un petit peu sur votre mémoire visuelle. Parce que, après, pour la démo, pour le serverless, vous n'allez pas voir grand-chose. Parce que c'est serverless, il n'y a aucun serveur derrière. Mais voilà l'architecture globale de notre application. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va faire appel, côté métier et logique, à 2 stacks de fonctions lambda. Donc, une stack pour la partie intelligence artificielle qui va comprendre nos questions et apporter des réponses selon les bases de connaissances qu'il y a derrière, et une stack de fonctions lambda qui sera en charge de l'analyse en premier lieu syntaxique des CSV en input pour voir s'ils ont bien la forme qu'il faut. Ensuite sémantique, qui est en quelque sorte la couche métier de l'appli. Donc, si vous voulez, nos fonctions lambda vont lire un CSV, le parser complètement et détecter si par exemple il y a eu sur un jour 30 refus d'accès simultanés sur une porte. Enfin, consécutifs sur une porte. Ce qui voudrait dire, en quelque sorte, si les batchs sont différents, que cette porte est défaillante et qui va permettre d'envoyer une notification au service technique, ou alors, dans un autre cas, si les 30 demandes d'accès émanent du même badge, c'est quand même détecté comme étant un comportement suspect et c'est le département de sécurité qui sera immédiatement notifié en real time. Donc, en quelque sorte, l'architecture, elle fera appel à un bucket S3 sur lesquels seront déposés nos fichiers CSV, nos logs, qui, dans la vie réelle, seront pushés en HTTP à partir des équipements sur les usines. La première stack lambda qui va les analyser syntaxiquement et sémantiquement et les insérer dans une seule base de données. Donc la base de données, elle peut être du OA, du Dynamo ou une base RDS classique SQL. Tout cela sera monitoré avec le service CloudWatch pour Amazon. Donc ça permet de monitorer n'importe quelle défaillance à n'importe quel niveau de nos services. Toutes les notifications seront aussi transportées par un autre service Amazon qui est SNS, qui est le Simple Notification Service. Vous pouvez utiliser les SMS, les emails, ce que vous voulez. Pour ce qui est du dashboarding, on fera appel à QuickSight. Donc c'est un outil qui nous permet de modéliser nos données comme on veut, d'une manière très simpliste d'ailleurs, je dois l'avouer. Et on n'a même pas besoin réellement d'avoir des data scientists pour ça, mais moyennant la complexité des choses, bien sûr. Parfois on en a besoin. Et pour finir, la partie IA avec Alexa qui va nous permettre, moyennant un petit effort de développement de skill, donc c'est un petit peu, c'est comme si c'était un bot, de pouvoir apporter des réponses à nos questions qu'on va interroger. Donc ce qu'on gagne à ce niveau-là, c'est énormément d'élasticité, une facturation à l'action, carrément, c'est-à-dire que tu n'as plus aucun serveur, tu es facturé à un nombre d'exécutions de tes fonctions lambda, à la taille et à l'usage de ta base de données et au nombre de notifications. Tu n'as quasiment plus aucune infrastructure, c'est rien. Ça tourne sur des services super managés.
Donc on n'a plus aucune infra à gérer. On a une supervision à l'échelle applicative uniquement, étant donné qu'on n'a plus d'infra. Et on a une facturation, comme j'ai dit, sur des déclenchements de services, donc RDS ou exécution lambda ou notification SNS. En ce qui concerne les savings, on passe quand même de 16 à 84%, parce qu'on a perdu toute la partie infra. On n'a plus rien à payer en termes d'infra. Donc je vais essayer de faire une démo assez rapidement. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ah bah ça va, 15 minutes. Ouais. Il faut compter au moins 7 minutes pour les questions. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu les compartiments de services auxquels on fait appel. Voilà, donc il faudrait que je duplique. Il y a un truc qui... Plutôt en écran étendu. Okay. Hop. On a un problème de résolution, on dirait. Ouais, c'est quand même assez gros. Hop. Attends, une seconde. Il va falloir que je puisse manipuler la souris à partir d'ici. Voilà. Donc là, principalement, on est sur le point d'entrée qui est les buckets S3. C'est très facile à mettre en place. C'est juste un endpoint sur lequel on pourra faire des push en HTTP à partir de nos équipements. Un bucket, c'est en quelque sorte le premier récipient sur lequel vont atterrir nos fichiers. Et sur ça, on va programmer ce qu'on appelle des alarmes. Et l'alarme, elle va détecter l'événement d'arrivée d'un fichier et elle va invoquer la première fonction lambda avec ce fichier-là en input. Une fonction lambda, à peu près, ça ressemble à quoi? Alors malheureusement, on ne peut pas vous montrer le code, juste parce que c'est uploadé en tant que fichier sur Amazon. Donc c'est développé, c'est une fonction Python. C'est des fonctions Python assez simples à mettre en place. Et en fait, je suis sur la bonne partie. Non, c'est pas ça. Je ne vois pas très bien où je suis. Alors une seconde, je vais passer. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est juste une fonction qui va contenir la partie logique de notre appli. C'est du code Python. Il faudra que je télécharge le fichier, le zip, et que je le déploie devant vous pour voir le code. Mais c'est vraiment un code, c'est pas énorme. C'est un effort de 2 mois avec 2 stagiaires. C'est pas très conséquent. Ensuite, une fois que cette partie-là, en fait, il y a deux parties pour la fonction lambda, la partie pour l'analyse syntaxique et sémantique et la partie IA. La partie IA, elle ne sera pas sur le compte AWS de consommation comme celui-là, mais plutôt, enfin, elle sera là, mais elle sera appelée sur le compte de AWS Developer Console, qui lui contient le skill de l'intelligence artificielle par rapport à Alexa. Donc c'est elle qui va faire appel à cette fonction-là réellement. Ensuite, une fois que nos fonctions sont traitées, on peut voir aussi la simplicité des choses par rapport aux notifications. Donc il suffit juste de définir des topics, de les rattacher à tes fonctions. Donc ici on a un topic qui nous permet, on va faire uniquement appel au service email, à la notification email, et c'est un topic qui va nous permettre de détecter à partir de la fonction lambda et d'envoyer un email tout comportement suspect ou toute porte défaillante selon ce qu'on définit dans la fonction, logiquement. Parce que c'est dans la fonction qu'on va définir à partir de quel nombre de réponses, de refus en réponse, on va dire que cette porte est défaillante. Et à partir de quel nombre d'accès refusés par rapport à un seul badge, on va dire que ce comportement est suspect. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va définir les alertes. Pour ce qui est du dashboarding, alors ça c'était...
Alors, ça, c'est l'interface qui vous permet en quelque sorte de définir vos dashboards. C'est un truc que tout le monde peut jouer avec, c'est assez simple. Vous voyez, c'est juste connecté à votre source de données, qui est en quelque sorte là pour notre cas, notre base RDS, une instance managée par Amazon. Et vous pouvez jouer avec les critères, même à partir de cette interface-là. Ça veut dire vous voulez, par exemple, définir par rapport au badge ID et au get ID les demandes d'accès. Et là, vous avez une interface et vous pouvez changer la modélisation de données comme vous voulez. Donc, c'est juste à partir de là. Là, par exemple, si je pars sur un truc assez simpliste qui va nous afficher les réponses d'entrée-sortie par rapport au get ID, je vais préparer ça ici. Bon, c'est un petit peu gros, mais il faudrait que je réduise un petit peu la fenêtre, mais j'arrive pas à le faire. En tout cas, je vais essayer de faire ça. Hop. Ouais, c'est tout à fait là, on ne peut pas le faire. Donc, en quelque sorte, ça va vous afficher le nombre d'entrées, de refus et d'acceptation par rapport aux demandes d'entrée-sortie par chaque porte sur un certain laps de temps. Et c'est un truc que vous pouvez faire en quelques secondes. Vous pouvez ensuite publier ce dashboard-là pour qu'il reste et qu'il évolue avec l'alimentation de votre base de données. Donc, vous avez à le faire une fois uniquement. Alors, pour la dernière partie, je vais essayer de le faire en live. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer d'interroger Alexa, qui est l'agent d'intelligence artificielle, sur une information par rapport à ma base de données. Donc, par exemple, normalement, il y a un équipement dédié pour ça. On ne l'a pas apporté. Heureusement qu'il y a une appli mobile qui s'appelle Reverb qui peut faire les choses. Donc, au départ, il faut se positionner sur le skill, qui est le topic de l'intelligence artificielle, le thème, qu'on a appelé Gatekeeper, dans ce cas-là. Ask Gatekeeper. Do for you. How many users had access granted when trying to exit a door? The number of employees that had access granted when trying to exit a room is 72. Merci. Donc voilà, juste en interrogeant là-bas, je vais juste demander combien d'utilisateurs ont eu une acceptation d'accès en essayant de sortir par une porte, parce qu'en fait le fichier CSV il contient plusieurs colonnes qui sont la gate ID, un timestamp, le badge ID, le type de demande, entrée ou sortie, et la réponse apportée à cette demande, acceptée ou refusée. Donc, maintenant une petite interaction, on peut avoir une information qui est assez précise, bien sûr, après avoir investi quand même un petit peu en effort de développement sur les skills de notre intelligence artificielle. Donc voilà pour la démo. Je garde quelques minutes pour la question-réponse si vous voulez. Si vous en avez, bien sûr. Allez-y. Je n'ai pas bien compris le début pour arriver dans S3, pour aller dans la base de données. D'accord. Alors, c'est très simple. Tout l'aspect métier et logique est concentré dans la fonction lambda. Donc, pour arriver à S3, il faudrait que l'équipement à partir duquel on collecte les données puisse, par exemple, faire des push en HTTP. Puisse transporter les fichiers en HTTP. Donc via Internet, via un réseau public ou une connexion directe, il peut balancer ces fichiers-là sur S3. Une fois que c'est arrivé sur S3, il faut savoir que quasiment sur toutes les ressources Amazon, sur tous les services Amazon, on peut implémenter des alarmes. C'est des event managers, c'est des gestionnaires d'événements. On peut définir sur S3, sur ce bucket bien défini, sur ce récipient bien défini, une alarme qui va faire en sorte qu'à chaque fois qu'un fichier arrive, elle va invoquer une fonction. Donc à partir de là, dès que le fichier va arriver, une fonction lambda, qui est la nôtre, va être invoquée et va prendre ce fichier-là en input. Et va le traiter sémantiquement et syntaxiquement. Éventuellement, envoyer des notifications s'il y a quelque chose de suspect qui est détecté, via SNS, le service de notification. Et ensuite, insérer toutes ces données-là dans une base de données structurée et relationnelle. Cette base de données structurée et relationnelle sera le back-office de notre dashboard et de notre interrogation IA. D'accord, mais ça signifie que vous faites du SQL, quoi. Alors, voilà, justement. Alors, étant donné que c'est un prototype, c'est une version preview alpha, même pas. Donc, on a préféré, pour simplifier surtout l'aspect métier des fonctions Python qu'on a implémenté, de garder du SQL. Parce qu'on aurait pu partir sur du NoSQL, DynamoDB par exemple. Mais ça aurait été plus compliqué au niveau de développement. C'est-à-dire l'effort en termes de conception de la couche métier à partir des fonctions lambda aurait été un petit peu plus complexe. Mais c'est tout à fait faisable. Il n'y a vraiment aucune raison pour garder du SQL. Oui, allez-y. Là, tu as pris l'exemple, c'est une appli sur, comment tu appelles ça, dupliquée sur une usine. Oui. Okay.
Si par exemple, disons, on avait par exemple une appli différente par taille d'usine, on va dire petite usine, moyenne usine, grande usine. Non, Ce oui. serait considéré comment sur une appli où c'est trois applis différentes ou une appli qui est, je veux dire, déployée avec dans ton fichier config, tu dis laquelle appli déployer. Donc, attention, les trois scénarios qu'on a présentés sont complètement indépendants. C'est-à-dire, pour arriver à ce résultat-là, on ne passe pas par les deux autres. On peut passer directement à ça. Ce que vous avez posé comme question, en fait, comment définit-on une appli déjà? Une appli, c'est des besoins fonctionnels et des besoins non fonctionnels, réellement, côté métier. Et si on a une architecture complètement serverless qui peut répondre à tous les besoins, qu'ils soient fonctionnels ou non fonctionnels, eh ben à partir de ce moment-là, on n'a plus cette contrainte usine A, B, C, D et environnement A, X, Y, Z. À partir de ce moment-là, il faut juste garder en tête que tous les éléments services qu'on a ici peuvent se scaler ou augmenter et diminuer en termes de... Oui. Alors j'ai pris usine petite moyenne, mais c'est pas, en gros, c'est pas la même appli. Il y a quand même des petites différences. Ah, voilà. Ah oui, donc ce serait considéré trois applis différentes. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Parce que ce qu'on définit comme étant appli serverless pour nous, c'est tout l'écosystème qu'on a montré dans l'architecture. Donc une autre appli, c'est un autre écosystème. Oui, je vais commencer par là, je vais arriver là. Vas-y. Oui, je vous entends. Du 100% serverless, pourquoi est-ce que vous avez gardé du RDS? Exactement. Donc on aurait pu faire du vraiment 100% pur serverless si on avait fait appel à DynamoDB, par exemple. En fait, oui, mais quand on dit serverless, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un serveur derrière qu'on s'approprie. Et quand on part sur DynamoDB, on n'est pas facturé sur le temps sur lequel le serveur il tourne, mais plutôt sur les transactions dessus, ce qui est différent. Donc on peut dire qu'on est 100% serverless si on fait appel à DynamoDB. Là, comme vous venez de le dire, on est quasiment à 95% serverless, il reste la petite couche RDS qui... Oui. C'est tout à fait jouable, moyennant les I/O. C'est tout à fait jouable, oui. S'il y a des contraintes I/O, enfin des performances derrière, parce que si on fait appel à un stockage sur S3 et qu'il y a une contrainte I/O derrière, mais c'est vrai ce que vous dites, hein. On peut faire appel à Athena. Et là, on sera vraiment sur le summum du serverless. Ouais. Ah bah génial. Vous avez une idée sur l'I/O à peu près? Une idée sur le niveau d'I/O là-dessus? D'accord. D'accord. Ok, merci. Il y avait une autre question par là? Je ne sais plus quelle est la limitation exactement sur le temps d'exécution d'une fonction de lambda. Quelle est la limitation? Ouais, 5 minutes. Est-ce qu'on peut taper cette limite quand on traite des gros volumes de données? Tu peux la taper, mais tu... Ouais. Dans votre use case, vous traitez des volumes de données. A priori, les CSV, ils arrivent à être traités. Oui, assez rapidement, tout à fait. Quand tu dis dépasser cette limite, il faut le faire avec une certaine intelligence. Tu ne pourras pas faire ça d'une manière hard, ça veut dire demander carrément à Amazon, quoique peut-être que oui, je ne suis pas encore sûr, mais peut-être, non, je ne crois pas, oui, c'est ce que je me disais aussi, d'étaler cette timeout-là, parce que c'est un timeout générique et fixe, il ne bougera pas à 5 minutes, sinon tu es mort. Mais sinon, à part ça, il faudrait plutôt intervenir au niveau de l'enchaînement de ton traitement, faire en sorte que si tu sais que le traitement en question a un potentiel de dépasser 5 minutes, il faudra repenser la manière avec laquelle tu as développé tes fonctions. Voilà, très simple. Une autre question? Oui. D'un point de vue sécurité, parce que dans la première architecture, il y a le serveur web qui reçoit en temps réel toutes les commandes, Tout à fait. toutes les requêtes. Tout à fait. Dans la partie serverless, c'est des batchs de CSV 2 fois par jour. Absolument. Est-ce que, comme vous disiez justement, que pour alerter l'équipe sécurité, quand il y a justement un essai de 30 ou 40 refus sur la même porte, est-ce qu'il y a pas un danger sur la partie serverless, justement, parce que la personne sera notifiée qu'au moment du batch? Tout à fait. Bon, quand vous dites batch, vous supposez que c'est un laps de temps. 2 fois par jour. Vous dites, le CSV est uploadé 2 fois par jour. Ça dépend en fait de la fréquence avec laquelle l'équipement en question peut générer des CSV. S'il peut en générer toutes les... Ouais, tout à fait. Ouais, dans le cas qu'on a présenté, c'est vrai qu'une notification ne pourra atteindre le département en question qu'après une remontée complète des informations, donc après que l'équipement puisse envoyer tout ça à Amazon. Mais c'est tout à fait vrai, ouais. C'est peut-être un point dans lequel,
pour passer à du real-time, il faudrait avoir les équipements qui font avec, qui puissent faire ça. Donc quasiment, ça serait pas optimal peut-être niveau facturation, bien que ça... Ouais. Voilà. Exactement. Exactement. C'est la granularité de service, mais ça dépend. Ouais. Et donc là, pour notre cas, oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on remonte un fichier, qui est, on va dire, une fréquence de 2 fois par jour, qu'un fichier est pushé à partir d'un équipement, en fait, la notification ne pourra arriver qu'après le traitement et l'arrivée du fichier, donc pas avant. C'est pas une centrale nucléaire en même temps. Donc je crois qu'on a fini le temps. Voilà. Alors merci beaucoup à vous. Merci.